Norma Cavaliero, qui a été publiée chez l'Armatan, qui a été publiée dans 3 mois. C'est vraiment la plus grande thèse qu'on a écrite dans les 20 ou 30 dernières années. Et encore une fois, elle a examiné le code fiscal chinois, russe, latino-américain, 4 ans de travail terrifiant. Elle montre, d'abord, par exemple, non seulement ça peut être, mais elle montre, l'université d'Harvard a fait un modèle planétaire de code qui a été appliqué par un certain nombre d'États, quand l'Empire soviétique a éclaté, tous les États, Kazakhstan, Ouzbékistan, etc. Le FMI a fait un modèle, il appelait d'ailleurs le code fiscal de la République du Kazakhstan. Voilà. Donc ça existe déjà, parfois ça a été appliqué. Et Norma Cavaliero montre toute une série de grands maîtres fiscaux, professeur de Salamanca, auprès de González, malheureusement s'est tué, enfin un accident de voiture en arrivant chez lui, avait appelé ça le projet Alpha, donc une espèce de FMI fiscal, le projet Alpha qu'avait développé le professeur González. Donc ça y est, les fiscalistes, il suffit d'avoir entendu Jacques Malherbe, Martinez, d'autres, ils ont compris qu'il faut planétiser On a tous compris qu'il faut maintenant, mais qu'on va perdre du temps, mais c'est dans une banque centrale planétaire. Alors, on a bien compris, la crise financière mondiale montre bien que ce n'est pas une banque centrale. Bien sûr, bon, il y a la banque centrale européenne, c'est bien, mais elle-même, elle ne répondra pas à la vraie question. Un marché mondial, monnaie, sinon unique, monnaie commune mondiale et banque centrale planétaire, et il n'y a plus de problème de spéculation, il n'y a plus de problème de manque de liquidité. Et donc ça passe aussi par de la fiscalité. La thèse de Norma, et Jacques Malherbe le rappelait, de Norma Cavaliero, elle montre que les assiettes sont pratiquement les mêmes, elle a fait une analyse grâce aux travaux de mes étudiants dans un séminaire. Mes étudiants, ce qu'ils ont fait est extraordinaire. Ils ont étudié les langues fiscales. De même qu'il y a la langue arabe, la langue, je ne sais pas quoi, germanique, etc. Ils ont montré qu'il y a une langue fiscale planétaire et qu'il y a une grammaire fiscale planétaire et que la façon dont les mots s'emboîtent les uns dans les autres en matière fiscale obéissent à des règles grammaticales et à des règles syntaxiques. Ce qu'ils ont fait est extraordinaire. Bon, un Brésilien, Palos Carvalho, avait commencé à travailler un petit peu sur le langage. Mais ce n'est pas du niveau de ce qu'on fait mes étudiants. Dans l'équipe étudiante, il y avait des Brésiliens. Donc, quand il y a déjà une même langue fiscale, en dépit des apparences, ils ont montré que les structures syntaxiques des langues fiscales de la planète sont les mêmes. Et qu'il y a des verbes fiscaux, il y a des compléments d'objets directs fiscaux, il y a des sujets fiscaux, et que ça s'emboîte selon des règles, ils l'ont montré par des schémas. Donc, a fortiori, s'il y a déjà une langue fiscale commune par-delà les diversités que l'on imagine, faire une assiette fiscale commune, multiple assiette commune consolidée, c'est pas que l'Union européenne a échoué là-dessus, c'est en cours, ça va peut-être réussir, Inch'Allah, il faut que ça réussisse finalement. Et ça ne bloque que sur des problèmes de stupidité, de gouvernement ricardien irlandais qui peut donner son avantage, etc. Mais si on démontre au niveau de l'Union européenne, et techniquement ça pose aucun problème, le blocage n'est purement même pas politique, c'est l'habitude. Voilà, ma grand-mère faisait le poulet aux olives comme ça, je continue le poulet aux olives comme ça, le tagine comme ça, parce qu'on l'a toujours fait comme ça. Voilà. Et même s'il y en a qui disent, mais on peut améliorer le truc, c'est pas la peine d'améliorer, on l'a toujours fait comme ça, on continue à le faire comme ça, on continue à le faire. Bon, c'est pas grave si ça ne fait pas des dégâts, mais c'est un peu bête si ça fait des dégâts de refuser l'amélioration. Mais peut-être, pour reprendre ce que dit, on a l'OCDE. Ça, c'est du travail du comité fiscal de l'OCDE. Le comité fiscal de l'OCDE a été capable de faire des modèles de convention de nouvelles positions. Et a été capable de faire des manuels pour expliquer le modèle. Il y en a eu même un modèle fait dans les années 67-68 par l'ONU, aussi économique. On a fait un modèle en faveur d'ailleurs des pays du Sud, alors que le modèle OCDE est en faveur des pays du Nord. On a un manuel de l'ONU, il y a déjà 20 ans, 30 ans, pour expliquer. Bon, eh bien, l'OCDE sait faire ça. Avoir un groupe d'experts qui fabriquent une assiette planétaire en fonction de ce qui se fait aux États-Unis, en Europe ou ailleurs. Techniquement, c'est vraiment pas très compliqué. Au G20, voilà,
pas, au lieu de discuter au G20 de je ne sais pas quoi, de convoquer un ministre grec ou un premier ministre grec parce qu'il a été gentil, pas gentil, ben voilà, on met sur la table des choses concrètes, une assiette commune consolidée planétaire, on met ça au G20. Et au lieu de discuter, mon cher Barack, mon cher Nicolas, comment tu vas, et ta femme, toi, eh bien on discute d'une assiette commune planétaire dans les 48 heures, on se réunit à Cannes, voilà un projet concret. Et bien ils ne le font pas parce qu'ils ne pensent même pas. Même pas, il n'y en a aucun qui l'a pensé, parce que le type qui prépare le G20, et puis il dit, bon alors on va parler de quoi? On va parler un petit peu d'environnement, on va parler un petit peu de pollution pour faire plaisir aux gens. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre encore? Alors à la mode, ces temps-ci, c'est quoi? Ah ben oui, oui, l'affaire grecque, on va parler un petit peu de l'affaire grecque, bon, puis on va faire des photos, on va mettre des drapeaux, etc. Mais c'est un déficit d'imagination. C'est aussi on reproduit le modèle auquel on était habitué. Voilà. Et là, la balle est dans votre camp. Je me permets d'inciter dans le camp des masters, elle est dans le camp. S'il se crée une demande d'innovation, et si les facultés de droit, parce que c'est quand même les facultés de droit, c'est un problème sociologique ou psychosociologique, s'il y a une demande à la base de nouveaux outils, de nouveaux concepts, il sortira l'Imkralboum. Il sortira la société, le secrétariat l'Imkralboum. Qui secrétera les outils dont on a besoin. Il suffit de mettre des chercheurs et il suffit de se brancher les uns les autres sur quel est l'objectif, si on sent bien où on veut aller, si on sent bien en gros la piste, ça va se faire naturellement. Mais ça ne viendra pas, c'est pas une critique, hein, ça ne viendra pas du monde politique. Hein. Le monde politique n'est qu'une chambre d'écho. Hein. Le monde politique, il a beaucoup d'activités à faire, il gère le truc. Il ne peut pas innover, il n'est pas fait pour ça. Il n'est pas fait pour ça. Quelqu'un qui arrive aux commandes, c'est un garçon qui arrive aux commandes avec un stock d'idées. Et le stock d'idées, quand est-ce qu'il a fait ce stock d'idées? Ben, il a fait ce stock d'idées quand il faisait ses études. Il y a 20 ou 30 ans. Et ce stock d'idées qu'il lui a donné, son professeur. Et son professeur lui a donné le stock d'idées commandes avec les idées qu'il avait il y a 20 ans après. Donc celui qui arrive aux affaires, il arrive avec un stock d'idées qui a 40 ans ou 50 ans dans la vue. Mécaniquement, celui qui arrive aux affaires arrive avec des idées qui ont une quarantaine d'années. Qu'il a appris quand il avait 20-30 ans, comme il a transmis le professeur, qui lui-même avait 30 ans. Alors, quand les sociétés étaient tranquilles, n'évoluaient pas vite, quand la technologie ne posait pas des défis, c'était pas grave, finalement. On arrivait avec un stock d'idées, rien ne s'était renouvelé. Mais quand le téléphone portable, quand Internet, quand la télévision numérique ou pas numérique, vous bouleversez des choses tous les matins, si vous arrivez avec un stock d'idées qui a 20 ou 30 ans, si l'autre il arrive au pouvoir avec un ordinateur de son grand-père qui a une trentaine d'années, c'est sûr que l'ordinateur il rame. Il rame parce que voilà, la mémoire de l'ordinateur n'est plus adaptée, c'est allé très vite. Eh bien c'est la situation. La technologie a pris le pas. Les inventions technologiques planétaires ont pris le pas et ont accéléré de façon colossale le rythme et le monde politique est perturbé. Il n'arrive plus à rattraper ce retard. Et c'est le grand défi. Nous sommes devant un défi conceptuel de fabrication d'outils conceptuels de gestion. Encore une fois, je termine par là. Le Parlement, la souveraineté, le territoire, la frontière, la compétence fiscale, tout ça, c'est des outils qui sont vieux. C'est des outils qui sont vieux. C'est des outils de gestion des sociétés humaines qui sont vieux. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas adaptés, mais là, il faut les améliorer, il faut en créer. Voilà notre tâche et notre travail. Inventer de nouveaux outils. On est à l'âge de la pierre taillée, vous voyez, politiquement. On casse des pierres, des trucs, des équilibres, tout. Mais l'économie n'est pas à l'âge de la pierre taillée, elle est à l'âge de l'informatique. Et nous, on est resté encore le pouvoir, le chef, la séparation, le truc. En gros, ça n'a pas changé depuis la grotte primitive. On utilise en gros les mêmes outils de gestion. Ça n'a pas changé. Et là, il faut les changer. Merci, professeur Martinez. Merci, professeur Jacques Malherbe. Merci, auditoire. Donc, on arrive au terme de la première séance de cette première journée. Et on entamera donc les travaux cet après-midi à partir de 15h.
Donc là, je vous dis pour la question. On va commencer nos travaux. Vous pouvez vous installer. La concurrence fiscale, séance qui va être nourrie de différents exposés. Et le premier sujet qui va être abordé est sans doute l'un des plus importants, puisqu'il s'agit d'un impôt dont on n'a pas encore parlé en détail, et qui est la TVA, la taxe à la valeur ajoutée. Alors j'ai le plaisir de passer la parole au professeur Philippe Berne, qui est professeur émérite de l'Université de Paris 2 et avocat au barreau de Paris. Monsieur Berne, vous avez la parole. Merci, chers collègues et chers amis. Parce que nous sommes aussi avocats. Donc, je dois vous parler de TVA dans la concurrence fiscale internationale. Dans son étude intitulée à la recherche du droit international commun, publié en 1955, le professeur Maxime Chrétien était arrivé à la conclusion suivante. En l'absence de traité international, il n'existe qu'une seule règle du droit fiscal international, celle de la souveraineté fiscale de l'État, qui n'est que l'aspect fiscal de la souveraineté de l'État. Cette règle a d'ailleurs été consacrée par la Cour permanente de justice internationale, qui est l'ancêtre de la Cour internationale de justice, dans son célèbre arrêt rendu le 17 novembre 1923, à l'occasion de l'affaire des ressortissants américains au Maroc. C'est une des grandes affaires du droit international dans laquelle le Maroc est impliqué. Cette règle explique les disparités fiscales dans le monde. Chaque État étant souverain, en l'absence de traité, eh bien, chacun fait ce qu'il veut chez lui. Et lorsque le choix s'offre à eux, les entreprises, comme les particuliers, préfèrent parfois localiser leurs opérations, voire leurs sièges sociaux, voire leurs personnes, dans des zones à basse pression fiscale. Cette situation n'est pas nouvelle. En témoigne le succès dans le passé de ports francs comme Tanger, encore le Maroc. Mais ce phénomène a pris aujourd'hui une ampleur considérable avec la mondialisation de l'économie. Ce phénomène tend à se concentrer sur des pays présentant en général certaines caractéristiques communes. Gouvernement stable et libéraux, du moins en matière économique, territoire modeste, population peu importante. On reconnaît là notamment les îles anglo-normandes, les Antilles néerlandaises, Panama, Costa Rica, Liechtenstein. Je suis allé à Valence, capitale de Liechtenstein. Il y a au Liechtenstein plus de sociétés que d'habitants. Il y a 20 000 habitants, 30 000 sociétés. Et c'est curieusement un des États où l'impôt sur les sociétés rapporte le plus par société, puisque il y a plus de sociétés que d'habitants. Alors que l'impôt sur les sociétés est minime. On reconnaîtrait aussi un peu le Luxembourg, Monaco, Gibraltar et tout près d'ici, Ceuta. Souvent à l'abri de tourments internes et à l'écart de conflits internationaux,
ces micro-États ou territoires autonomes ont pu, plus facilement que les autres, modérer leurs appétits budgétaires et devenir ce que les anglophones appellent des havres fiscaux. Les francophones, sans doute moins marins mais plus poètes, les nomment paradis fiscaux. Certains de ces paradis le sont en quelque sorte ingénument. Par exemple, le Liechtenstein, avec 20 000 habitants, a très peu de police, n'a pas de chemin de fer, mais ils utilisent le chemin de fer suisse qui arrive juste à côté, pas besoin d'aéroport, l'hôpital, il n'y a pas besoin d'hôpital, il y a l'hôpital suisse juste à côté. Donc, ils n'ont pas de gros appétits, pas de gros besoins budgétaires. Ils peuvent être, sans arrière-pensée, des paradis fiscaux, ne serait-ce que parce que leurs appétits fiscaux sont minimes. Même le prince a une fortune telle qu'il n'a pas besoin de liste civile. C'est naturellement que c'est un paradis fiscal. Mais d'autres, certains donc de ces paradis le sont en quelque sorte ingénument, mais la plupart ont su en mesurer les avantages. Afflux de capitaux étrangers et développement d'activités tertiaires hautement rémunérées, notamment dans les secteurs bancaires, juridiques et comptables. D'où diverses mesures pour encourager une certaine fuite fiscale à leur profit. Secret bancaire renforcé, vous connaissez nos amis suisses. Réticence à passer ou à appliquer les conventions d'assistance administrative et surtout mise en place d'un système fiscal privilégié. D'autres États, plus importants, et qui ont donc de plus grands besoins budgétaires, souhaitent eux aussi attirer des capitaux étrangers. Exemple, et je parle sous contrôle de mon collègue et confrère Valère, la Belgique. La Belgique, qui en évitant d'avoir un impôt sur la fortune et en épargnant la plupart des plus-values, draine derrière de très grandes fortunes françaises. Si vous allez à Bruxelles, vous avez une véritable petite colonie française composée de milliardaires. Parce qu'ils fuient l'impôt sur la fortune française et leur problème, c'est pas tellement l'impôt sur le travail ou sur le revenu, c'est les plus-values en capital. Et là, il y a un système en Belgique qui épargne ces plus-values, alors que la France les taxe sur le temps. Donc, bien qu'étant un pays de grands besoins budgétaires, la Belgique a su attirer un certain type de capitaux et de personnes. Autre exemple, l'Irlande, dont on a parlé ce matin, et puis avec un impôt sur les sociétés de 12%, alors que la France a un impôt sur les sociétés de 33%, donne le pion à ses concurrents. Mais il n'y a pas que les États européens, bien sûr. Ainsi, le Maroc, encore lui. Le Maroc, en prévoyant une imposition modeste sur les pensions de retraite, attire vers ses riades et ses palmeraies, sur les hangars, les généreuses retraites chapeaux des grandes entreprises européennes et notamment françaises. Beaucoup de retraités français qui ont de très importantes retraites des chapeaux, ce sont des retraites que les entreprises ajoutent aux retraites normales, qui font que certains retraités de grandes entreprises, dirigeants de grandes entreprises, ont plusieurs centaines de milliers d'euros par an de retraite et viennent au Maroc pour échapper à l'imposition française, étant précisé que, par exception, la convention franco-marocaine est assez favorable à cela, puisqu'il décide que les retraites d'origine française, mais de résidents au Maroc, sont imposables au Maroc.
s'il reste en France, on retire la moitié. S'il reste au Maroc, on le retire, je crois, 3%. Et un abattement de 80%. C'est énorme pour eux. C'est une économie fantastique. En plus, ils ne sont pas si loin de la France, c'est un beau pays. Il y a des infrastructures tout à fait comparables à celles d'Europe. Donc, pour eux, c'est tout belle. Et pour le Maroc aussi, parce que sinon ces gens ne viendraient pas. Cette concurrence porte bien sûr préjudice aux zones à haute pression fiscale qui s'en plaignent. Mais les États qui en bénéficient y tiennent tout naturellement. D'où des tensions. Ce phénomène de tension concerne de nombreux impôts, mais il y en a au moins un qui lui échappe, c'est la TVA. Cela résulte de ces mécanismes qui assurent sa neutralité dans le commerce international. On peut dire même dans les relations internationales. Alors si vous le voulez bien, on va d'abord voir les mécanismes de la TVA qui expliquent sa neutralité dans le commerce international. Alors, la TVA, comme vous le savez sans doute, est une taxe sur le chiffre d'affaires, particulièrement souple. C'est une taxe sur le chiffre d'affaires, et on va dire qu'elle entre dans l'une des trois grandes catégories d'impôts qui existent dans le monde. Vous savez qu'il n'y a que trois catégories d'impôts dans le monde. Les impôts sur le capital, les impôts sur les revenus ou bénéfices, et les impôts sur la dépense. Si quelqu'un dans la salle en imaginait une nouvelle catégorie, eh bien ça mériterait une communication à l'Académie des sciences morales et politiques, parce que ce serait quelque chose de nouveau depuis un siècle, plus 40 siècles d'histoire de fiscalité. Puisqu'il existait, vous savez, une fiscalité dans l'Égypte antique. Il y avait notamment un nilomètre, qui était un bâton avec lequel on mettait dans le Nil pour voir la hauteur du fleuve du Nil, et en fonction de la hauteur du fleuve du Nil, on établissait des forfaits agricoles. Vous voyez que la fiscalité, c'est pas donné. Il n'y a pourtant depuis que trois catégories d'impôts, ces trois que je viens de citer, et la TVA appartient à la famille des impôts sur la dépense. Les impôts sur la dépense sont en général versés au trésor par les producteurs, mais automatiquement répercutés sur les consommateurs qui en supportent le poids final par les prix les incluant. Ils offrent l'avantage de l'anesthésie. Ceux qui les payent, les entreprises ne les supportent pas, qui les répercutent pendant les prix. Et ceux qui les supportent ne s'en aperçoivent pas. Parce que quand vous achetez un pull vert, vous ne cherchez pas à savoir quelle est la TVA qu'il y a là-dedans, c'est tant, vous payez tant et c'est fini. Vous ne vous apercevez pas que vous payez de l'impôt à ce sujet. Enfin, connaisseur, Colbert trouvait l'art de plumer loi sans trop la faire crier. Ces impôts sur la dépense se décomposent eux-mêmes en deux sous-catégories. La plus ancienne, qui ne nous concerne pas ici, est constituée par les contributions indirectes ou les accises. Elle frappe certains produits ou services particuliers, tels que les alcools, le tabac, les opérations de bourse, ou jadis le sel avec la gabelle et les gabous. La seconde, plus moderne, est apparue avec le XXe siècle. Elle a pour vocation non pas de frapper certains produits ou services particuliers, mais l'ensemble des produits et des services. Et comme l'ensemble du prix des produits et des services des entreprises constitue le chiffre d'affaires de ces entreprises,
on a tout simplement nommé ces impôts taxes sur le chiffre d'affaires, puisque finalement ça frappe l'ensemble des chiffres d'affaires de l'entreprise qui les répercute dans le principe. Apparu en Allemagne en 1916, ces taxes sur le chiffre d'affaires ont rapidement été adoptées en France et dans bien d'autres pays, sous deux formes initiales. Je vais raconter cette histoire pour bien comprendre le génie de la TVA, si je peux dire, l'esprit de la TVA. Il y a eu d'abord la taxe cumulative en cascade, dont le professeur Martinez a parlé ce matin, ainsi appelée parce qu'elle frappe cumulativement un même produit sur la totalité de son prix à chaque stade de sa production et de sa commercialisation, ce qui favorise les circuits commerciaux courts au détriment des circuits commerciaux longs. Je vais simplement aller au tableau là pour juste mettre en valeur ce phénomène. Pas le micro, mais ça ne fait rien. J'ai appris, je suis d'une génération qui a appris à fonctionner sans micro. Vous m'entendez au fond? Oui. Bon, alors, je me passerai le micro. À ce propos, j'ai demandé à notre collègue Jean-Denis Bredin, qui a fait un livre remarquable sur Stiglitz, qui a traversé toute la Révolution française, comment faisaient les parlementaires à la salle des menus plaisirs où ils étaient 1000 et sans micro. Ben, Jean-Denis Bredin me dit ça se passait mal. On imprimait les discours la veille, on les distribuait pour que les gens puissent suivre. En tout cas, avec un tout petit peu d'élocution, maintenant je vais peut-être le comme ça marche. Encore mieux. Profitons de la modernité. Oubliez tout ce qui est ordre italique là, la taxe cumulative en fiscale. Vous avez là un circuit que suit une paire de chaussures depuis son élaboration jusqu'à sa vente en détail. Vous avez un tanneur qui vend 20 € hors taxe, qui paye 2 € de taxe. Si la taxe est de 10%, il facture 22 € à l'industrie. Donc ici, 2 € payés au trésor. Oubliez ce qui est en italique ici, on le verra tout à l'heure. Ici, l'industriel vend 30 €, verse 3 € au trésor, parce que c'est 10%, facture 33 €. Le grossiste, 40 € paye 4 €, facture 44. 50 € pour le demi-grossiste, j'ai dit exprès le circuit, 5 € au trésor, 55 € au final, TTC, 60 € pour le détaillant, 6 € au trésor, 66 TTC. Et maintenant, si vous regardez dans ce circuit volontairement long, combien de taxes ont été payées, vous avez 2, 3, 5, 9, 15, 14, 20, 66. De sorte que si un industriel se dit, moi, bien que je ne suis pas plus doué que les autres, je regroupe toutes ces activités en une seule, je vais élever mes bœufs, je vais fabriquer mon usine, et puis je vais vendre dans une usine sanitaire en plein milieu de la campagne, eh bien, il va payer qu'une seule fois de taxe. Et même si ses produits sont moins bons, même si son efficacité commerciale est moins bonne, même si le service rendu au consommateur qui doit aller en pleine campagne, au lieu d'avoir quelqu'un qui lui vend des tailles à côté de chez lui, il emportera le marché parce qu'il n'aura payé qu'une fois la taxe. Donc, ce système de taxes cumulatives en cascade nuit au circuit lent. Alors, il y a une autre taxe qui est apparue dans les taxes sur le chiffre d'affaires. Pour éviter ce cumul, on dit, eh bien, on va faire une taxe unique, soit à la production, c'est là où il y a le moins de fraude possible,
détail, il y a plus de matière imposable, mais il y a le plus de fraude possible. Ce système, qui est d'ailleurs celui des États-Unis, n'est pas le meilleur en raison des risques de fraude existants. Donc, il y a une taxe cumulative en cascade, puis la taxe unique inventée. Mais, en combinant les deux, on a conçu une taxe unique à paiement fractionné, d'où est issue la TVA. Donc, je vais tâcher de vous faire apprécier la souplesse. La TVA a été instituée en 1954. Elle a été imaginée par des techniciens du ministère français des Finances, et notamment de Maurice Loret, qui à l'époque était un jeune inspecteur de finances. Maurice Loret avait théorisé les règles dans un opuscule paru en 1953 sous le titre « La taxe sur la valeur ajoutée ». Il s'agit sans doute de la plus grande innovation fiscale du XXe siècle. Toujours est-il qu'elle s'est rapidement répandue et est devenue la taxe unique sur le chiffre d'affaires de toute l'Union européenne et a été introduite sous des formes diverses dans plus de 150 pays du monde, le Maroc n'ayant pas été le dernier à l'adopter, et le futur, si j'ai bien compris, le professeur Martinez a indiqué que le Congo-Kinshasa l'adoptera à partir du 1er janvier prochain, quelques jours. Contrairement à la taxe unique, et comme la taxe cumulative cascade, elle est prélevée à chaque stade du circuit économique. Mais, par un jeu de déduction, elle ne porte à chaque stade que sur la valeur ajoutée à ce stade. Je dis bien sur la valeur ajoutée à ce stade, d'où son nom de taxe sur la valeur ajoutée, et non taxe à la valeur ajoutée, parce qu'on le lit parfois. Car si le homard est à l'américaine, c'est-à-dire à la manière américaine, la taxe est sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'elle est assise sur la valeur ajoutée. Alors voilà comment elle fonctionne. Grâce à son mécanisme de déduction, elle combine les avantages de la taxe unique et des taxes sur le chiffre d'affaires. Reprenons cet exemple. Volontairement simplifié. Et voilà ce qu'on, en supposant qu'on ne produise qu'une paire de chaussures, qu'on ne vende qu'une paire de chaussures dans ce circuit, et qu'on néglige les autres facteurs entrant dans le processus de fabrication, juste pour suivre ce phénomène. Le tanneur vend à l'industriel du cuir qu'il va facturer 20 € plus 2 € égale 22 €. Et il va verser au trésor par son fournisseur. Ah, qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, il y a. Là, vous oubliez cette phrase, je ne sais pas comment elle est tombée, mais peu importe. Le tanneur vendra donc 20 €, 2 € ici, 22 € là, et reversera au trésor non pas 2 €, c'est 2 € là, moins 1 €, mais il manque un morceau là, qu'il a déjà versé, qui a déjà été versé au trésor par le fournisseur. Excusez-moi, il manque un stade, je ne sais pas pourquoi ça se figure pas. Mais on va le retrouver ici. L'industriel facturera les chaussures au grossiste 30 € plus 3 égale 33, mais ne versera au trésor qu'un seul euro, parce qu'il dira j'ai reçu 3, mais
mon fournisseur a déjà payé 2 au trésor, et j'en ai la preuve dans ma facture. Donc, je vous règle que 1 euro. Le grossiste facturera les chaussures au semi-grossiste 40 € et percevra 4 € de taxes supplémentaires, mais ne versera au trésor qu'1 euro, puisqu'il dira au trésor, je n'ai à ajouter que 10 € de valeur, j'ai déjà payé à mon fournisseur 3 € qui vous a payé la preuve, voici ma facture, et ainsi de suite, 50 € 5, 60 € 6, le détaillant facturera 6 € et le reversera au trésor que 6 ou 5, puisqu'il peut prouver que le trésor a déjà reçu ça grâce à la facture qu'il a reçue. Ce système est la quintessence de la TVA. Là, si on a fait son succès. À la fin du circuit, pour une vente au détail de 60 €, le produit aura supporté 6 fois 1 euro, soit 10%. Ainsi, quel que soit le circuit économique emprunté, qu'il soit long ou qu'il soit court, ce sera toujours 10% du prix qui sera réglé au trésor. Il n'y aura donc pas de discrimination fiscale selon le circuit économique emprunté. Si ça est clair, si ça est compris, toute la philosophie, toute la quintessence de la TVA est acquise. Cette neutralité de la TVA au regard du commerce interne constitue déjà un avantage apprécié. Mais, c'est la cerise sur le gâteau, elle offre également une neutralité dans les relations commerciales internationales, et c'est ce qui nous intéresse ici. Voyons cette neutralité dans le commerce international. On va d'abord constater cette neutralité et tâcher d'en tirer le meilleur parti. Le constat, vous le savez, l'Organisation mondiale du commerce, dont on a parlé ce matin, plus connue sous son sigle de OMC, a pour vocation de veiller dans une philosophie libre-échangiste à la loyauté du commerce international. C'est pourquoi elle sanctionne les pratiques commerciales déloyales, telles que le dumping des entreprises ou des subventions à l'exportation des États membres. Le dumping consiste à vendre une entreprise moins chère que son prix revient, non pas dans un but philanthropique, mais pour ruiner l'équipement et arriver ensuite sur le marché en position dominante et mettre le prix qu'elle veut. C'est une pratique déloyale, condamnée par toutes les législations modernes. Et les subventions à l'exportation des États membres sont connues parfois par le fait que les États essayent de favoriser leurs exportations et qu'elles aident leurs exportateurs à exporter en leur donnant des subventions. Et ça fausse le commerce international. En revanche, est admise par l'OMC la possibilité d'exporter hors taxe, comme en témoignent les duty-free shops qu'on voit dans tous les aéroports internationaux, après les contrôles de vaccination. Exporter hors taxe ou rembourser les taxes grevant des marchandises exportées n'est pas en effet une pratique commerciale déloyale. Bien au contraire, cela permet aux marchandises des pays fortement fiscalisés d'arriver sur le marché international moins handicapés par rapport à leurs concurrents des pays à basse pression fiscale. Toutefois, il ne faudrait pas que, sous prétexte de remboursement d'impôts, les États n'en viennent à subventionner leurs exportations. Ils commencent à dire, voilà, on appelle ça sur le remboursement d'impôts, je vous donne ça si vous exportez.
ça devient une subvention. Aussi, l'OMC se montre-t-elle rigoureuse sur les conditions de remboursement des taxes des produits exportés. L'exportateur doit justifier, facturer du montant exact des taxes dont il demande la restitution. Or, nous le savons, depuis la lecture du traité de politique fiscale du même Maurice Loret, par le phénomène de la répercussion fiscale, presque tous les prélèvements obligatoires tendent à se retrouver dans les prix. Pas seulement taxe sur le chiffre d'affaires, mais toute la fiscalité. Exemple. Une taxe ou une cotisation perçue sur un salaire. Ce n'est pas une taxe sur le chiffre d'affaires. Se répercute pourtant dans le prix d'entreprise. Parce que l'entreprise doit bien tenir compte dans son prix de revient des taxes qu'elle a dû payer sur les salaires, et donc elle ne répercute pas automatiquement, mais pratiquement. Elle le fait sur le prix de ses produits, sinon elle ne s'en sortirait pas. Ce n'est pas pour autant que l'exportateur obtiendra le remboursement de cette charge-là, pourtant d'origine fiscale, car comment l'évaluerait-il avec exactitude, facture à l'appui? Ça ne figure pas sur sa facture. Ça ne figure pas sur la facture de son fournisseur la taxe que ce même fournisseur a pu payer sur les salaires qu'il a laissés. Il figure bien TVA qui lui a été facturé, mais ne figure pas les taxes que son fournisseur a dû payer par ailleurs et qu'il a quelque part répercuté sur son prix. Mais ça ne figure pas sur le facture. Il en ira autrement pour la TVA. Reprenons notre exemple de paire de chaussures. Supposons que notre demi grossiste reçoive la commande d'un détaillant de Hong Kong. Il pourra d'abord vendre hors taxe. Puisqu'il s'agit d'une exportation, facturera la taxe, exportera le produit sans taxe. Ensuite, la totalité de la TVA supportée par la marchandise en amont du circuit économique pourra être justifiée et donc remboursée. Il suffira à l'exportateur de produire la facture de son fournisseur 40 plus 4 pour pouvoir se faire rembourser ces 4. Non seulement il peut passer 5 là, mais il pourra se faire rembourser la totalité de ce qu'il a été également, ce qui comprend ceci et cela, moins ceci et cela, puisqu'il a sur sa facture le montant exact. Est-ce que ça c'est clair? Si ça c'est clair, toute la mécanique est prévue. Le système de la TVA permet d'avoir sur une facture la totalité des taxes sur le chiffre d'affaires qui a été payé en amont dans le circuit. Ce qui n'était pas le cas dans le cas de la taxe cumulative à cascade. Parce que dans le cas de la taxe cumulative à cascade, on pouvait avoir ça, mais on n'avait pas ça et ça, qui n'avait pas été déduit de ça. Ce système permet donc de rembourser intégralement la TVA supportée par les produits exportés. Ce produit abordera le marché mondial allégé de sa TVA d'origine. Inversement, le produit importé subira à son passage de la frontière par les autorités douanières la taxe du pays d'importation. C'est une marchandise chinoise en France.
Cela contribue à neutraliser la compétition fiscale internationale et même la même TVA frappant tous les produits en compétition sur un même marché. Le produit chinois subira en France 19,60% de TVA, comme le produit français subira en France 19,60% de TVA. Et les théoriciens du droit fiscal de suggérer d'en tirer le meilleur parti. Alors, quel est ce meilleur parti? Au cours de ces dernières décennies, vous le savez, l'Occident a perdu sa primauté industrielle. Corrélativement, l'Asie a connu un essor économique sans précédent, avec un niveau social bien qu'en croissance, lui demeure bien inférieur. Ainsi, le coût d'un ouvrier chinois est de 15 fois moindre que celui d'un Français. Quoique les usines de Shanghai fabriquent d'aussi bonnes bicyclettes que les nôtres. À 1 entre 15, comment tenir? Certes, avec le temps, le niveau de vie s'élèvera en baisse, où l'on assiste déjà d'ailleurs à des revendications salariales. Mais en attendant, l'entrepreneur occidental opérant dans un secteur exposé à la concurrence internationale se retrouve trop souvent face au dilemme suivant: déposer son bilan ou délocaliser l'entreprise. Et dans les deux hypothèses, vous avez les mêmes licenciements sur le territoire national, que l'on dépose le bilan et qu'on délocalise. Avec, donc, dans ces deux cas, même conséquences sociales, et pour conséquence, 10% de chômage en France, pire que le et 21,5% de chômage en Espagne. Alors que on pourrait imiter le hérisson en hérissant les frontières de Gabon, douanier. Mais ce serait déchirer les traités qui nous lient à nos partenaires de l'Union européenne et de l'Organisation mondiale du commerce, puisqu'on s'est engagé à supprimer dans un cadre de droit de douane et à nous aurait fortement convaincu. Et surtout, contrairement aux États-Unis d'Amérique, nous, Européens, ne disposons pas chez nous, d'ailleurs c'est la même chose pour le Maroc, de certaines matières premières indispensables. Pour les acheter, nous avons un besoin vital d'exporter. C'est pourquoi l'Union européenne est à la fois le premier importateur, mais aussi le premier exportateur du monde, parce qu'il faut bien payer les importations. Et par conséquent, fermer nos frontières nous mettrait dans le fait suivant, c'est que les autres ferment les leurs, et on ne pourrait plus importer ces marchandises indispensables à notre propre survie. Alors quoi faire? Baisser nos rémunérations? Je vais vous dire qu'on va essayer de le faire en Grèce. Vous avez vu les résultats à la télévision. Mais face à des concurrents pratiquant des salaires de misère, comment s'aligner sans secours? Politique grave. Chez nous, c'est impossible. Reste une dernière solution, partielle certes, mais possible et allant dans le bon sens. Il s'agit à rendement budgétaire constant de modifier la structure de notre système fiscal. Les prélèvements obligatoires sur le travail. Je parle des prélèvements obligatoires parce que ça inclut les cotisations sociales qui, économiquement, sont une sorte de fiscalité. Les prélèvements obligatoires sur le travail représentent une grande part du prix de revient de la main-d'œuvre en Occident.
surtout en France. Un salarié qui perçoit 1 000 € net coûte près de 1 900 € à son entreprise. Parce que les charges sociales, toutes sortes, et les impôts sur le salaire. Ces 900 € supplémentaires sont bien sûr répercutés dans les prix de revient des produits, et donc dans les prix, mais sans restitution possible en cas d'exportation, faute de pouvoir techniquement figurer sur la facture de l'exportateur. Vous n'avez pas les cotisations sociales sur la facture de votre fournisseur. Vous n'avez pas les cotisations sociales qu'il a payées, qu'il a pourtant répercutées dans sa facture. Plus grave, lorsqu'une marchandise asiatique entre en France, aucune des charges fiscales ou parafiscales assises sur le salaire ne pèse sur la table. Vous voyez les positions. Et il y a des TVA françaises. Mais elles ne payent pas les cotisations que les Français ont payées pour faire fabriquer leurs produits. Alors, quelle est la solution? C'est celle-ci. Supprimer les prélèvements obligatoires frappant le travail et augmenter d'autant la TVA. Les prix intérieurs, ça n'aura aucun effet budgétaire puisque ce qu'on perdra d'un côté, on le gagnera de l'autre. Les prix, en revanche, les prix intérieurs TTC de nos produits nationaux resterait inchangé, puisque la hausse de la TVA serait compensée par un allègement du coût de travail, et donc les entreprises auraient moins à répercuter dans l'emploi. En revanche, nos marchandises s'exporteraient à meilleur prix, puisque, contrairement aux taxes assises sur le travail, la TVA est récupérée entièrement à l'exportation. C'est-à-dire un supplément de TVA qui compenserait la baisse des charges serait complètement récupéré à l'exportation. Enfin, les produits importés jusque-là, indifférents aux charges frappant nos salaires, seraient touchés de plein fouet par la hausse de la TVA et sans que l'OMC y trouve à bon, puisqu'on pourra toujours à l'exportation montrer la facture, toute la TVA est figurant sur la facture de l'exportation. C'est ce que certains appellent la TVA sociale et d'autres la TVA anti-délocalisation. Une telle réforme a été suggérée dès 1993. Excusez-moi. Une telle réforme, j'espère que vous n'avez pas perdu le texte, vous avez entendu. Une telle réforme a été suggérée dès 1993. Une telle réforme a été suggérée dès 1993 par la Commission européenne, qui était alors présidée par Jacques Delors, personnage politique français bien connu. Ce fut là l'objet d'un livre blanc intitulé « Croissance, compétitivité, emploi » et sous-titré, le sous-titre était plus éloquent que le titre, « Les défis et les pistes pour entrer dans le XXIe siècle ». Entre 2003 et 2005, sous le second mandat du chancelier Gerhard Schröder, l'Allemagne, en bon élève européen, a suivi cette suggestion avec les bénéfices commerciaux que l'on sait. Le bénéfice commercial allemand est de 2 fois supérieur au déficit commercial français. Nous avons un déficit. Eux, ils ont un bénéfice 2 fois supérieur à notre.
Malheureusement, la France n'a pas suivi cet exemple, avec un déficit de la balance commerciale qui ne cesse d'empirer. Jacques Delors peut constater que l'on est difficilement prophète chez soi. Pourtant, suivre cet exemple permettrait d'améliorer la compétitivité de nombreux pays, dont la France, et probablement dont le Maroc. Votre TVA, le taux de TVA ici, normal, est de quel ordre? Combien? 20. Vous pouvez encore augmenter. Au Danemark, il est de 25. Et cela sans nuire au pouvoir d'achat de ses habitants, puisqu'il y a des compensations qui sont faites à l'intérieur du pays, à une nuance près des brèches. Les produits importés, notamment d'Asie, s'y trouveraient augmentés de l'augmentation de notre territoire. Eux se trouvent augmentés et par conséquent se trouveraient plus chers dans le marché national. Mais faudrait-il vraiment s'étonner de ce que nos marchés, nos produits nationaux n'augmentent pas, ceux des produits importés augmentent, et ça avec la bénédiction de l'OMC. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie, mon cher collègue, de cette remarquable synthèse. Et nous avons de nouveau une suggestion originale, encore qu'elle ait déjà été formulée, mais elle constate harmonieusement les droits de douane déductibles dont nous entretenait le professeur Martinez. Les idées se suivent et ça ressemble. Je pense que nous allons différer le débat jusqu'à la fin des exposés et nous allons passer à la seconde conférence de cet après-midi. Le professeur Abdelkader Tialati de l'Université de Paris 2 va nous parler du cas des paradis fiscaux dans le cadre de la concurrence fiscale. Alors emmenez-nous, mon cher collègue, dans ces lieux enchanteurs. Merci, cher professeur, chers collègues. Mon thème d'intervention, c'est la concurrence fiscale. Et il y a un adjectif qui est sauté, c'est la concurrence fiscale dommageable. Dommageable, le cas des paradis fiscaux. C'est un sujet d'actualité puisqu'il revient en force avec la crise que connaissent certains pays d'Europe, la crise de l'endettement, ce qu'on appelle la crise budgétaire. Il est revenu avant 2008 avec la crise financière et donc les organismes internationaux se penchent et même les gouvernements se penchent sur la question des paradis fiscaux. Du moment qu'on parle de paradis fiscal, c'est qu'il y a quelque part un enfer fiscal. C'est qu'il y a un enfer fiscal et donc les contribuables, personnes physiques ou morales, essayent d'échapper à cet enfer en se réfugiant dans des territoires considérés comme paradis fiscal. Mais le paradis fiscal est en fait, dans sa définition, n'a pas un sens technique exact. Il n'est pas aisé de définir ce que c'est un paradis fiscal. Donc on a essayé d'avancer plusieurs critères pour déterminer ce que c'est un paradis fiscal. L'OCDE avance 4 critères pour déterminer s'il s'agit d'un paradis fiscal. Le premier des critères, c'est l'absence d'une imposition ou l'existence d'une imposition réduite. C'est-à-dire soit on n'impose pas du tout, soit on impose, mais à un taux réduit. Mais ce critère, lui, n'est pas pertinent parce qu'il faut pour qu'il soit considéré comme un facteur déterminant pour classifier que telle région, ou tel territoire, ou tel État est un paradis fiscal, il faut que cette disposition ne s'applique qu'à des catégories bien particulières. Et d'ailleurs, le cas des paradis fiscaux n'applique une imposition réduite ou une absence totale d'imposition
que pour les non-résidents. Pour les non-résidents, et parfois même pour les résidents de provenance étrangère, mais sous conditions tout à fait laxes. Et d'ailleurs, comme il a avancé le professeur Berne, dans un territoire paradis fiscal, on trouve plus de sociétés que de personnes. Le Liechtenstein compte 30 000 sociétés, alors qu'il y en a même 20 000 habitants. 20 000 habitants, donc, pour vous dire, donc là, ils peuvent avoir cette qualité de résident, mais ils bénéficient quand même d'une fiscalité très très avantageuse. Deuxième critère avancé par l'OCDE, c'est l'absence d'un véritable échange de renseignements. Et là je rejoins ce que dit ce matin le professeur Martinez. L'État de paradis fiscal est un État qui souffre de trois maladies ou de trois handicaps qui les a lui-même créés. D'abord, c'est un État muet, c'est un État sourd et c'est un État manchot. Donc sourd, il n'entend pas ce qu'on lui réclame de la part des autres partenaires. Muet, il ne divulgue pas l'information. Et manchot, il ne prend pas la totalité de ce qu'il dit. Deuxième, ou plutôt troisième critère avancé par l'OCDE, c'est l'absence de transparence. L'absence de transparence, ça veut dire que c'est surtout dans le fonctionnement des dispositions législatives et réglementaires. Il est telle facilité que la constitution d'une entreprise, la constitution ou la résidence même se fait de façon très facile. Donc, il n'y a pas de limite à ça. Et quatrième et dernier critère, c'est l'absence d'activité substantielle. L'absence d'activité substantielle, ça veut dire que l'absence d'exercer une activité, c'est juste une motivation fiscale qui fait que la personne y réside ou acquiert cette résidence. Donc là, ce sont les 4 critères qui sont déterminés par l'OCDE, mais ils ne sont pas des critères complets. Et donc on a d'autres critères qui ont été avancés par d'autres organismes. Je cite à cette occasion le Conseil de stabilité financière, qui lui en avance pas 4, mais il en avance 10. Je vais le citer brièvement. La taxation faible, donc il rejoint le critère avancé par l'OCDE. Le secret bancaire renforcé, donc ça il est muet, l'État est muet. Le secret professionnel étendu. La procédure d'enregistrement relâchée. Une liberté totale de mouvement de capitaux. Une rapidité d'exécution. Un support d'un grand centre financier. Si on demande, la question qui revient, parmi les grands centres financiers internationaux, si je cite un nom, qui connaîtra où se trouve d'ailleurs, si on dit que les îles Caïmans, c'est le 3e centre au niveau international, le centre financier international. Les îles Caïmans, il faut les trouver, il faut les chercher. Il faut les chercher, c'est un paradis fiscal. C'est un paradis fiscal. Donc il y a ce support de centres financiers. Et critère 8, c'est la stabilité économique et politique, et aussi une bonne image de marque, et aussi un réseau d'accords bilatéraux. Donc, si on conjugue tous ces critères, on peut déceler qu'il s'agit d'un paradis fiscal. Mais ces derniers temps, on insiste sur un élément fondamental, c'est l'échange de renseignements. C'est l'échange de renseignements pour mettre fin à ces pratiques frauduleuses. Parce que c'est quoi un paradis fiscal? C'est surtout pour éviter l'impôt. Donc il y a un transfert d'assiettes de pays en pays. Et en plus, il y a aussi un braconnage, si on ose dire, braconnage des capitaux que ces zones pratiquent. Donc, le paradis fiscal,
maintenant, on ne parle plus de paradis fiscal, mais encore, parce que c'est juste la littérature, la doctrine fiscale qui parle de paradis, parce que dans aucun code fiscal, on retrouve le terme paradis. Paradis fiscal, on parle de systèmes fiscaux privilégiés ou préférentiels. Donc là, c'est la même chose. C'est la même chose. L'appellation veut dire qu'il y a certains avantages fiscaux. Il faut les distinguer, les paradis fiscaux, parce qu'il y a certaines typologies. Il y a d'abord les centres financiers offshore et il y a aussi les zones franches. Donc, un paradis fiscal peut être un territoire et peut être aussi une région d'un État. Les zones franches, c'est une zone, donc ça peut être une zone franche commerciale, une zone franche industrielle, une zone franche bancaire, etc. Nous avons au Maroc aussi une zone franche, celle de Tanger, on reviendra sur ce point. C'est par rapport au Maroc, c'est une dérogation par rapport au système. Donc il y a des avantages fiscaux qui sont liés à cette région. Et le paradis fiscal, donc du moment qu'il offre tous ces avantages, entre autres les avantages fiscaux, il offre aussi le secret bancaire, la réglementation qui est très très limitée d'échanges. Il y a aussi la faible coopération judiciaire et administrative et aussi une constitution, une procédure très très facile, très aisée et très rapide pour la constitution des sociétés. Alors l'OCDE, en classant tous ces pays, donc il les a nommés, quels sont les pays, donc il a établi 3 listes, la liste grise claire, plutôt grise foncée, et la liste noire. La liste noire, mais maintenant il n'y a plus aucun territoire ou aucun État sur la liste noire, ils sont tous placés dans la liste grise ou grise foncée. Ça veut dire qu'on leur a imposé l'obligation, mais ça devient, c'est juste un peu, ce n'est pas réellement pratiqué, c'est l'obligation de fournir les renseignements, quand on leur demande. Ce n'est pas automatique, il faut les demander, il faut les justifier, ce n'est pas chose facile. Donc ça reste quand même, ce sont ces pays qui ont déclaré leur intention d'adhérer à ces principes, mais l'application reste quand même très très difficile à mettre en œuvre. Le paradis fiscal, donc on peut citer les exemples de certains pays. D'ailleurs, il y a, grosso modo, on cite 33 juridictions ou 33 régions dans le monde qui sont considérées comme telles et qui sont usées. Alors, il y en a certaines régions qui sont des paradis fiscaux pour des pays et qui ne le sont pas pour d'autres. Par exemple, Monaco n'est pas pour la France un paradis fiscal, mais il est considéré par l'Italie comme un paradis fiscal. Le Liechtenstein, l'Andorre, c'est entre la France et l'Espagne, et donc ces pays ont décidé donc de s'aligner sur les recommandations faites par l'OCDE, et donc ils adhèrent à ce qu'on appelle à la transmission des informations financières, mais il faut quand même, au niveau de l'application, il faut justifier pourquoi ce n'est pas un échange automatique. Qui utilise ces paradis fiscaux? Ou plutôt, avant d'utiliser, donc les utilisateurs, ce sont toujours les contribuables, soit personnes physiques, soit personnes morales, mais quels sont les modes usités dans ce domaine? La plupart du temps, on transfère la résidence fiscale dans un paradis fiscal. Donc on est résident facilement, même si on n'y habite pas, on est résident. On est résident, et le critère de résidence dans un paradis fiscal, c'est d'avoir une boîte aux lettres. D'avoir une boîte aux lettres dans un immeuble et vous êtes résident. Vous avez une adresse, donc vous êtes résident.
Et donc, vous êtes imposé dans ce pays, et comme il y a une imposition réduite ou bien une absence totale de l'imposition, donc vous échappez totalement à l'impôt. Et aussi le procédé qui, en effet, le procédé aussi de la mise à l'abri frauduleuse de revenus, en rattachant ceci à une société écran établie dans le paradis fiscal, et dans ce cas, cette société transfère les bénéfices vers le problème épineux de la fiscalité internationale, le prix des transferts, et donc s'effectue vers ces refuges, et là, la taxation est très très réduite, donc il y a un transfert d'assiette vers ce pays. Quel est l'impact des paradis fiscaux? L'impact des paradis fiscaux, selon les statistiques qui sont établies par les organismes financiers spécialisés, 55% du commerce international ou 35% des flux financiers transitent par les paradis fiscaux. C'est bien qu'ils constituent aujourd'hui un rouage essentiel de l'économie internationale. Les estimations, en termes chiffrés, ils concentreraient ces paradis fiscaux entre 10 000 milliards de dollars d'actifs gérés par ces régions, ces paradis fiscaux. Alors, que faire contre les paradis fiscaux? Que faire contre les paradis fiscaux? D'ailleurs, c'est un peu la directive dans ce sens qu'a fait l'Union européenne, mais ça n'a pas encore abouti. Il oblige les pays à un échange d'informations sur les placements des non-résidents pour les pays qui souhaitent conserver leur secret bancaire. Ils sont obligés à une retenue à la source sur les intérêts de placement de 20%, mais ça aussi, ça reste très très limité. On n'est pas passé encore à l'échange d'informations obligatoire. La relance aussi, la directive européenne aborde le problème des prix de transfert. Les prix auxquels les multinationales s'échangeaient des biens et services, souvent utilisés pour faire apparaître les profits sur des territoires les moins taxés. Elle consiste à établir une base fiscale, comme l'avait mentionné le professeur Martinez ce matin, une base fiscale consolidée au niveau européen. Les profits des firmes seraient taxés en une seule fois et le produit de la taxe redistribué entre les différents pays d'implantation. C'est ce qui a été annoncé par le professeur Jean-Claude Martinez ce matin. Alors revenons au cas du Maroc. Est-ce que le Maroc, la question se pose, est-ce que le Maroc est un paradis fiscal? Est-ce que le Maroc est un paradis fiscal? Il ne l'est pas. Il ne l'est pas parce que nous avons une pression fiscale qui avoisine celle des pays de l'OCDE. La moyenne, on a une pression fiscale qui est avoisinée, on n'est pas loin. On est à 24% du PIB. Donc on a une fiscalité très très lourde. Ce n'est pas un paradis fiscal. Ce n'est pas un paradis fiscal, donc il est... Mais à l'intérieur de certaines régions, on a certaines zones. D'ailleurs, on va créer la zone du côté de Nador, la zone franche de Nador. On a créé celle de Tanger, et donc on prévoit... on a essayé, malgré cela, depuis la loi de finances 2008, on a abrogé toutes les dispositions dérogatoires pour aboutir à une harmonisation à 30% pour toutes les zones bénéficiant jusqu'ici d'un régime fiscal privilégié. Le décret, depuis 1998, on a appliqué le taux de 17,5% pour 20 régions, mais depuis 2008, on a harmonisé et ça va finir en 2015. Selon les études qui ont été faites, est-ce que cette
fiscalité privilégiée des régions a abouti à un résultat. On ne peut pas dire dans l'affirmative oui, c'est une amélioration insignifiante quand même, puisque si on prend la région de l'Oriental, l'indicateur au niveau des implantations industrielles aurait cru d'à peine 0,1%, passant de 3,6 en 1994 à 3,7 en 2004. C'est que, mis à part l'argument fiscal, le choix d'implantation répond aussi à d'autres considérations, notamment géographiques et infrastructurelles. C'est-à-dire, même si on a établi des dispositions favorables pour certaines régions, reste quand même l'implantation industrielle. Elle se situe toujours dans la frange située entre la ville de Kénitra et celle d'El Jadida. Donc, les premières restrictions, c'est que on a une date butoir de 2015. La loi de finances de 2008 décide que le régime fiscal en cours ne sera applicable que sur les activités exercées exclusivement dans les régions concernées. Autrement dit, il ne suffit plus d'être domicilié dans une des régions et provinces privilégiées fiscalement pour bénéficier du taux préférentiel de 17,5%. L'opérateur économique doit y commercialiser également les biens et services. Là, donc c'est une restriction, puisque ça n'a pas donné de résultat. Toutefois, la mise en application de cette nouvelle mesure se fera plus ou moins progressivement dans les secteurs d'activité. Les premiers opérateurs à passer sous la trappe sont les promoteurs immobiliers et donc ils seront taxés au taux normal. Dans l'intervalle, toujours à partir de 2008, selon les données dont nous disposons, le chiffre d'affaires réalisé dans des zones dites privilégiées fiscalement n'a progressé que de 7,5, c'est quand même très important pour ces régions. Au-delà, les entreprises vont passer, le seuil de 2015, toutes les entreprises vont passer au taux normal, donc il ne va pas y avoir, donc, de discrimination au niveau de l'imposition. À noter toutefois le traitement spécial réservé aux entreprises établies à Tanger. Il est à savoir que les entreprises exportatrices basées dans cette province cumulent deux avantages fiscaux. La réduction d'impôt de 50% accordée du fait de leur localisation sur la base d'un IS à 30% et celle du même taux, 50% accordé à l'activité d'exportation. Donc, ce que coûtent ces paradis fiscaux pour les États, maintenant tous les États sont concernés. Ce n'est pas seulement les États en développement, même les États développés souffrent parce que face à la crise de l'endettement, il faut plus de recettes et il faut moins de dépenses. Et donc, le dilemme s'impose, il faut trouver l'argent partout. Et donc, parmi